Christophe Colomb. Christophe Colomb était très bête. Il croyait tout ce qu'on lui racontait. Un de ces types qui veulent absolument se faire remarquer passa un jour dans son village en prétendant que la terre était ronde. Christophe Colomb, jusque-là, l'avait cru plate, comme n'importe qui de normalement intelligent et à jeun. Il était jeune, vous savez ce que c'est, et donc prêt à sauter sur n'importe quoi d'un peu anticonformiste. Il se mit aussitôt à croire fermement que la terre est ronde et que si l'on s'en va vers la gauche et qu'on marche toujours tout droit, on revient par la droite. Vous voyez quel jobard. Elle est ronde, d'accord, mais quand même pas à ce point-là. Enfin bon, il avait une excuse. C'était un immigré, un Italien pour être précis, né dans l'agreste village de Bétola, dans la Valnure, près de Plaisance. Les Italiens sont les plus immigrés de tous les immigrés. Et ils sont immigrés en venant au monde. Ils sont immigrés dans leur propre village. Ils sont malheureux tant qu'ils ne sont pas partis pour l'étranger. L'étranger est la vraie patrie des émigrés. C'est là qu'ils s'épanouissent et accomplissent pleinement leur destin, qui est de se faire cracher à la gueule en se livrant avec passion aux travaux fatigants ou répugnants que les gens du pays méprisent. C'est là qu'ils se font traiter de métèques, de bougnoul, de salrital, et de « retourne dans ton pays de merde au lieu de bouffer notre pain blanc ». En plus, sa qualité d'Italien lui valait les petites gâteries spéciales et traditionnelles de fourbe et de coup de poignard dans le dos. Christophe Colomb, c'est dans les Espagnes qu'il s'immigra. À l'époque, c'était le coin vraiment intéressant pour l'immigration. Les Espagnols nageaient dans l'abondance et ne voulaient plus exercer que deux métiers, Grande Espagne ou toréador. Et comme c'est un peuple qui a le sens de la dignité, poussé au plus haut point, les Grandes Espagnes crachaient sur les travailleurs immigrés des crachats excessivement gros. Et les toréadors, pour ne pas avoir l'air moins dignes que les Grandes Espagnes, en crachaient d'encore plus gros. Tout en tirant par la queue hors de l'arène de lumière les taureaux morts glorieusement, Christophe Colomb ruminait sa grande idée. Ah, dame, celui-là, quand il en avait une en tête, il ne l'avait pas autre part. Ainsi que le répétait en riant la reine des Espagnes chaque fois qu'elle le trouvait prosterné sur son chemin et lui tendant humblement mais fermement le parchemin roulé où la dite grande idée était exposée tout au long avec des dessins très beaux et en couleur. La reine ne se contentait pas de lui répéter cette phrase badine, elle ajoutait à chaque fois « Oh, mais allez donc, chère petite vermine, faites-la votre expérience, partez droit vers la gauche, nous verrons bien si vous nous revenez par la droite. Et si vous vous perdez en route, nous nous ferons une raison. » Et de rire de son joyeux rire cristallin et grayonnant de reine des Espagnes que la ménopause serre à la gorge. Christophe Colomb ne manquait jamais de répondre avec logique et accent. « Ma, la vostra majesté, que si je vais tout droit, il a la mer, et alors, dis-moi un peu comment que va faire marcher à pied, des besoins les bateaux, voilà que j'ai besoin. » Ici, la reine, estimant avoir assez ri, lui donnait un gracieux coup d'éventail sur le museau et puis passait son chemin. Et chaque dame d'honneur de la reine lui donnait un coup d'éventail, et le grand d'Espagne ou le toréador, amant du jour de la reine, n'ayant pas d'éventail, lui donnait un coup du plat de son épée sur la tête. Et le nain de la reine, n'ayant ni éventail ni épée, lui donnait un coup de pied au cul, lequel coup de pied, transmis par une jambe trop courte, arrivait généralement dans les testicules de Christophe. Je ne sais pas si vous avez déjà reçu un coup de pied de nain dans les testicules, mais ça fait très mal. Un jour, Christophe Colomb décida de changer de méthode. Soupçonnant que la reine n'avait peut-être pas vraiment compris toutes les beautés de son idée, il se prosterna comme d'habitude sur son chemin à la sortie de la messe, afin de mettre à profit l'intense mais fugitif élan de bienveillance envers les humbles qu'instille en nous l'office divin, mais cette fois, au lieu de son parchemin, il avait à la main une orange. Ça, oui, c'était la bonne idée. Vous allez voir. Christophe, prosterné, brandit son orange, ce qui représente un certain effort acrobatique, et dit à la reine « Très illustrissima la vostra majesté. » Oh, ces Italiens, quel flagorneur! Regardez, si, il est un orange. Ah,
et je vois bien que c'est une orange. Ce n'est pas un pot de chambre, dit la reine en riant de son rire grayonnant. Ce jour-là, elle était ménopausée et enrhumée, d'où l'absence de cristal. Les dames d'honneur, le toréador et le nain rirent, s'efforçant de grayonner sans cristaller. C'était Orance, il représente la terre. La terre? S'étonna la reine. Si la vostra mazzeste, l'Orance, il est ronde comme una boule. Mais voyons, cette orange est petite, plus petite que la terre, il me semble, non? Demanda la reine, tournée vers les dames de sa suite. Beaucoup plus petite, votre majesté, s'écrièrent en chœur les dames d'honneur, le toréador et le nain. Peut-être qu'un melon, suggéra la reine. C'est une question de proporzione, expliqua Christophe. Je sais bien que ça aurait été plus facile avec une boule aussi grosse comme la terre, mais je suis pensé dans ma tête que la vostra mazzeste, intelligentissima, mais voyez-moi ce lèche-cul, ce rital, comprendrait même avec une orange. Oh, vous savez, je n'ai aucun mérite, dit la reine. Nous autres rois, nous savons toutes choses sans les avoir apprises. Et elle prit son air numéro 5, celui de la modestie charmante. Dans son autre main, Christophe tenait un petit pois. Que la vostra indulgentissima mazzeste daigne regarder. On se demande où il va les chercher. L'orange, il est la terre. Les petits pois, il est moi. Vers les pots de là, c'est l'Espagne. Des Marte vers Dragos. Des Marte. Bon, et alors, qu'est-ce qui arrive? Il arrive à les ports de la mer. Je n'ai pas les bateaux. J'ai battu sur la place et j'ai dit, mais quel dommage! Si j'ai les bateaux, je navigue, je fais le tour et je reviens par l'autre côté. Ecco. Ah, dit la reine, je vois ce que vous voulez dire. Menteuse, elle ne voit rien du tout. En somme, vous voulez un bateau? 3, la vostra mazzeste. Pourquoi si un bateau il coule et remonte dans l'autre, et si l'autre il coule aussi, remonte dans le troisième? Et si le troisième coule? Alors elle apprendrait à nager. La reine réfléchit. Enfin, disons qu'elle prit son air numéro 12 bis, celui de la réflexion intense. Et, dit-elle, qu'est-ce que ça en rapporte? La gloire, la vostra gloriosissima mazzeste. Ça j'ai déjà, ainsi que vous venez de le dire. D'ailleurs, Colomb se mordit les lèvres. Les superlatifs, c'est comme tout, il faut faire attention. Il eut une inspiration. Des éventails. Des éventails, répéta la reine avec un point d'interrogation. Des éventails, répéta-t-elle alléchée. Elle adorait les éventails. Mais, objecta-t-elle, et son front se plissa dans le mauvais sens. Mais les éventails viennent de la Chine. Justement, la vostra mazzeste, la Chine, il est à l'Orient. Si je pars vers l'Occident, j'arrive à l'Orient. Bien sûr, dit la reine. Mais son front se plissait de plus en plus. Répétez, voir ça. Je pars vers l'Occident, je fais les tours et j'arrive en Orient par la porte de derrière. Simplicissimo. En même temps, il montrait la chose avec son orange et son petit pois. Et je vous rapporte une montagne d'éventails que les Chinois ils font les plus beaux éventails du monde. D'accord? D'accord, dit la reine. J'en parle à mon mari. Où commence l'eau? Où finit le ciel? Oh, immensité! Les poissons même s'y trompent et ne savent plus s'ils sont sardines ou cormorans, au vide, au espace. Mais quels sont ces 3 points qui, surgis du néant, peu à peu se rapprochent? Vous l'avez deviné? Ce sont les 3 nefs de Christophe Colomb. La Santa Maria et les 2 autres dont on n'arrive jamais à se rappeler le nom, et on a bien raison, pourquoi se charger la tête? Eh oui, il les a eus, ces bateaux. Triomphe de la confiance en soi, de l'esprit d'entreprise, de la mâchoire crispée sur la pensée féconde. Ah! Certes, si quelqu'un était digne de te découvrir Amérique, c'était bien celui-là. Voyez-le debout sur la dunette de sa caravelle. Pourquoi caravelle? Eh bien,
Ces nefs d'un type nouveau, relevées du bec et du croupion, ressemblaient à des canards en train de nager. On les appela donc tout naturellement canardelles. Les Espagnols, qui prononcent tout de travers, déformèrent cela en caravelle, ce qui est ridicule. Il faut se moquer de ces rustres. D'autres, il est vrai, proposent une étymologie différente. Caravelle viendrait de caramel, prononcé avec justement un caramel dans la bouche. Mais pourquoi caramel ? Eh bien, si l'on mâche un caramel jusqu'à lui donner la consistance voulue, on peut très aisément lui imprimer la forme d'une de ses nefs. On peut choisir l'une ou l'autre voie, selon qu'on aime les caramels ou qu'on n'aime pas les Espagnols. Racisme, je te hais. Ferme la parenthèse, tu veux ? Donc, voyez-le, sur la dunette, le mot dunette vient de... Ah non, tu vas pas remettre ça, hein. Bon. Sur la, donc, dunette. L'œil rivé à l'horizon, les mains tenant ferme la roue du gouvernail. Non, pas les mains, une seule main, la gauche. De l'autre, il tranche de son sabre d'abordage la tête d'un mutin qui s'écroule en poussant la moitié d'un cri sauvage. L'autre moitié restera intentionnelle, la lame du sabre ayant coupé juste à ce moment le bout de tuyau qu'il y a entre le larynx, appareil producteur des sangs, et les poumons, soufflerie alimentant cet instrument avant en air sous pression. Le mutin, donc, s'écroule. Un double jet de sang s'élance vers les cieux. Ce sont ces deux artères carotides, mais vous les aviez reconnues, qui chantent leur, si j'ose dire, chant du cygne. Sur le pont, en bas de l'escalier de la dunette, d'autres mutins vociférant derrière un tas de cadavres, ceux qui tentèrent l'escalade. Pourquoi se sont-ils mutinés ? Parce qu'ils n'ont pas la foi. Le lard est trop salé, les lentilles pas assez cuites, le vin du 11 degrés ordinaire, alors qu'on leur avait promis du 12 supérieur. Et puis ça manque de faim. Ils ont mangé le mousse depuis longtemps, non qu'ils manquassent de calories, mais pour les vitamines. Or, Christophe, il faut le reconnaître, a la jambe bien faite et la croupe d'eau dure. Bref, ils veulent retourner chez leur maman tout de suite. Ils exigent que l'amiral Colomb fasse demi-tour. L'amiral ne demanderait pas mieux, mais le gouvernail est bloqué. Il ne veut pas le leur dire pour ne pas affoler ces braves gens. En fait, il a le doigt coincé dans le gouvernail, si bien qu'il ne peut pas bouger de là et doit se défendre d'une seule main, quand il n'écope pas, car la caravelle prend l'eau. Et bien sûr, la caravelle ne connaît qu'une seule direction, droit devant, droit à l'ouest. Soudain, Christophe aperçoit dans les cieux une blanche colombe. Elle porte dans son bec un rameau d'olivier. Il crie au comble de la joie « Terre, terre !» Dans sa bouche tombe du ciel une fiente épaisse et puant le poisson. La colombe n'était qu'une mouette, la branche d'olivier un hareng. Les marins mutinés, lâchement, mettent à profit cet instant d'abandon. En un clin d'œil, Colomb est submergé, renversé, déculotté. On lui passe les organes sexuels au cirage, on lui verse un seau d'eau de mer sur la tête. Un des matelots, déguisé en dieu Neptune, déclare solennellement « Amiral, tu es maintenant baptisé, tu es admis à passer la ligne. » Tous applaudissent et rient, on balance les cadavres par-dessus bord. Mais quel est ce choc brutal qui soudain fait basculer tout le monde cul par-dessus tête ? Dans quoi donc de mou et de ferme tout à la fois s'enfonce la Santa Maria ? Terre ! Et l'amiral, la bouche pleine de terre. Mais un autre choc démolit la caravelle amirale. C'est la deuxième caravelle qui lui rentre dans le cul. Et boum ! Un troisième choc. Devinez ? Aussitôt, Colomb saute à terre et cherche les Chinois pour leur acheter des éventails. Abrégeons. Vous savez qu'il n'était pas en Chine, mais en Amérique. Il ne savait pas qu'il l'avait découverte, il ne l'a jamais su. Je vous l'ai dit, il était très bête. Le seul Italien bête qu'il y ait eu dans toute l'histoire, vous pouvez vérifier. Il rentra en Espagne et dit au roi et à la reine qu'il avait découvert la Chine, et il voulut la leur vendre. Ils se moquèrent de lui et le traitèrent d'escroc. Et puis ils envoyèrent des sous-officiers et des contremaîtres là-bas pour tuer les indigènes et ensuite les faire travailler dans les mines d'or. Colomb dit que c'étaient des hommes comme les autres. Le roi le traita de gauchiste et le prévint. Attention, continue comme ça et tu vas voir. Et puis il ajouta, non sans condescendance, découvrir l'Amérique, c'est pas sorcier finalement. Suffisait d'y penser. Les courtisans ricanèrent servilement.
Colomb prit un œuf dur. Il avait de la chance. On n'a pas toujours un œuf dur sous la main quand on parle au roi. Et le présenta au roi en disant, avec respect, c'est que la vostra magnificissima majeste. Elle pourrait faire tenir cet œuf debout sur sa pointe. Le roi essaya, comme si un roi devait s'abaisser à de pareilles conneries. Je ne puis, dit-il. Alors Colomb prit l'œuf et non sans un petit air de triomphe, à mon avis regrettable, dit « Voilà !» Et il posa l'œuf sur la table, un peu sèchement, de façon que la pointe s'écrasant légèrement, il tint debout. Mais on ne saurait penser à tout. L'œuf était cru. Le roi eut du jaune d'œuf plein la couronne, plein la barbe, plein les yeux. Colomb se retrouva en prison. Il ne l'avait pas volé. Le reste de la vie de Christophe Colomb ne vaut pas la peine d'en parler. Il retourna manger ses économies dans son Italie natale, ce qui, à mon avis, n'est pas trop correct envers le pays qui vous a nourri pendant tant d'années. Et puis il mourut, et bon, quoi. Si nous faisons le bilan de l'œuvre de Colomb, nous pouvons dire que il a découvert l'Amérique, mais il ne le savait pas. Il a inventé l'art de comparer la Terre à une orange, ce qui a été d'une utilité immense pour faire comprendre le système solaire aux petits-enfants. Il a apporté la vérole à l'Europe, mais ça, on l'a su plus tard.